tu es un garçon assez étonnant qui est né à Périgueux. Bon, c'est pas Villers-Cotterêts, mais c'est pas très loin. Si, c'est très loin. En 1970, tu es ingénieur de formation, voilà. Et tu as créé ta boîte quand tu avais quel âge? 26 ans? J'avais 25 ans, oui. 25 ans. Donc, toujours, tu t'es dit, même quand tu étais petit, quand tu étais à l'école, quand tu étais en 5e, je vais un jour créer une entreprise. Alors j'ai toujours raconté cette anecdote parce qu'en 5e, on m'a demandé qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie. Et j'avais répondu à ma proche, je veux créer ma boîte plus tard. Et j'ai retrouvé cette rédaction. Et cette rédaction, la première ligne, elle dit, depuis que je suis en maternelle, je veux créer ma boîte. Donc en fait, je pense que c'est vraiment tout petit, quoi. Donc là, tu as créé l'entreprise, c'était il y a quoi, 28 ans, une petite trentaine d'années, quoi? Oui, il y a 28 ans à peu près. Il y a 28 ans. Et aujourd'hui, donc le groupe, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, 567 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi ton offre? Alors aujourd'hui, le métier du groupe, c'est depuis le début ou presque, c'est de vendre de l'informatique sur Internet. Site Internet qui s'appelle ldlc.com, plus quelques autres qu'on a rachetés entre-temps, Matériel.net, Top Achat. Et on vend même de la puériculture avec l'armoire de bébé. Et puis depuis une dizaine d'années, on a une centaine de boutiques, 2 à Paris, une en face de la mairie et une dans le 15e. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Et alors, comment tu fais pour rivaliser avec Amazon? Parce qu'Amazon, ils sont pas chers, ils perdent du pognon, ils sont partout là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour survivre? Justement, c'est la stratégie d'Amazon, c'est de faire disparaître la concurrence par des prix qui sont impraticables. Et donc face à ça, on ne peut pas faire les prix d'Amazon. Tous ceux qui ont essayé ont disparu ou ont été rachetés par nous. Il faut bien quelqu'un qui rachète. Hein. Voilà. Et globalement, la seule façon de résister, c'est d'être parfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre sur le prix. Et je me rappelle d'une fois où j'ai vu un sondage, il y a une vingtaine d'années, qui disait les Français achètent sur Internet à 70% pour le prix. J'ai dit, je vais m'adresser aux 30% qui n'achètent pas pour le prix. Par contre, je vais remplir toutes les autres cases. Et c'est comme ça qu'on a survécu et qu'aujourd'hui, on est toujours là face à Amazon. Et que sur notre secteur, on est plus gros que tous les autres acteurs sur Internet. Et sur ton métier, le Made in France, ça a un impact? Il y a un effet de prisme positif, négatif ou neutre, ou tout le monde s'en fout? Alors, on va être transparent, tout ce que je vous vends vient à 99% de Chine. Donc, le Made in France, très loin de Villers-Cotterêts. C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. L'intégration, le montage, l'assemblage des ordinateurs qu'on vend se passe en France, se passe dans nos ateliers, quand c'est pas de la marque diverse et variée, mais oui, c'est assez compliqué. Sinon. Et aujourd'hui, donc, tu as commencé par du 100% digital, Laurent, et après, donc maintenant, tu as plein de boutiques. C'était une évidence, c'était une obligation. Pourquoi s'embêter avec des fonds de commerce, des pas de porte, des salariés, tout ça? C'est une très bonne question. C'est exactement la question que m'ont posé les équipes à l'époque, puisqu'il y a 10 ans, en fait, Virgin coulait en France, Pixmania, un de nos concurrents, fermait l'intégralité de ses boutiques, et en fait, on disait que le retail était mort. Ouais. Et qu'il n'y avait aucune chance que ça continue. Et alors que moi, je me disais, en fait, Internet ne représentera jamais plus de 30% du marché. Et donc, si je veux grandir, je dois aller chercher les 70% du marché, je dois aller vous chercher. Et donc, je dois venir en boutique pour pouvoir grandir, parce qu'Internet a des limites. On aime tous aller le week-end faire des courses, on aime tous, encore plus à Noël, se balader. Et on n'a pas envie de rester enfermé chez soi. On l'a vécu pendant le Covid, c'était pas top. Le Black Friday, c'est quoi? C'est génial ou c'est nul? Le Black Friday, je déteste ça. Alors oui, on fait des ventes, oui, c'est extraordinaire, mais vous concentrez tous vos achats en 3 jours. C'est un enfer logistique, c'est un enfer de plein de choses. On casse les prix, donc on fait moins de marge. Donc je préférais avant, pour être franc. Ouais. Alors, par contre, toi, la Covid, ça t'a boosté. Hein, tu as dépassé les 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors là, par Merci contre, le Covid... C'est pas toi qui as foutu la Covid partout, quand même, juste pour faire du business, non? Non. Bon. Non, on a même eu un peu peur au départ parce qu'il fallait le gérer au-delà de ça, parce qu'on n'avait pas de transporteur en face. Il y avait plein de, c'était beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. On avait même interdit, pour vous dire, les commandes à moins de 100 € sur le site pour être capable de prendre des commandes, parce que sinon on n'y arrivait plus. Et donc on est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des équipes qui ont été formidables, qui ont été là tous les jours. On parlait des lignes de front, etc. Mes équipes logistiques, dès le premier jour, étaient là. Et même pour l'anecdote, le jour où on leur demandait de porter des masques, ils ont dit pourquoi on nous emmerde alors que pendant 6 mois on n'en avait pas. Et qu'on prenait tous les risques finalement. Donc oui, on est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si ta prochaine question c'est les 4 jours, mais si c'est le cas, on va y arriver. On reviendra sur ces 700 millions alors après, parce qu'il faut que j'en parle. Faut que t'en parles. Donc 700 millions de chiffre d'affaires, tout va bien. Après, tu retrouves un rythme normal aujourd'hui et l'entreprise est cotée. Alors là, tu as des entrepreneurs, certains ont des boîtes cotées, d'autres non, certains y songent. Avantages, inconvénients de ton parcours boursier, il faut y aller la vie de la bourse. Versus les fonds. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour grandir? Alors, la vie de la bourse. L'action est rentrée à 7 €, elle est tombée à 85 centimes, elle est montée à 30, elle est tombée à 2, elle est remontée à 70. Aujourd'hui, elle est à 23, je crois. Il faut en acheter ou pas? On est dans une zone basse. Mais tu peux dire ce que tu veux. Hein, on est dans une zone basse. Je ne peux pas dire si ce sera 19, 23 ou si c'est... On est dans une zone stable avant la prochaine remontée avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Oui. Alors justement, le dernier livre, là, on a failli pas être invité, hein, c'est Oser la semaine de 4 jours. Alors 4, 3, 2, 1, partez ailleurs, non? C'est quoi le truc?
Non, non. Alors, là, je vais prendre un petit peu plus de temps. Absolument. En fait, ça fait 7-8 ans que je travaille dans l'entreprise. En fait, je suis venu vers mes collaborateurs il y a 7-8 ans. On était en bourse, on venait d'annoncer 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je venais d'annoncer à la bourse, d'ici 10 ans, vous inquiétez pas, on fait 1 milliard. Et en fait, 1 an plus tard, j'ai lu un livre qui s'appelait Le patron qui ne veut plus être chef d'Alexandre Gérard, qui parlait d'entreprise libérée. On n'est pas une entreprise libérée, c'est pas le sujet, mais qui m'a retourné l'esprit en me disant tu gères pas la boîte que tu veux, tu gères une boîte qui est hiérarchique, où tu t'éclates pas, où il y a beaucoup de politique, qui est devenue grosse. On l'a pas dit le chiffre, on est à peu près 1100 collaborateurs, et je m'éclate pas. Et moi, je veux m'éclater. En fait, tout ce que j'ai créé là-dedans, c'était avec un seul but au départ, c'était simplement m'amuser. Et donc, je suis revenu vers les collaborateurs en leur disant j'ai fait une énorme connerie, je viens d'annoncer qu'on allait faire 1 milliard en bourse et en fait, j'en ai rien à faire, on ne va pas faire 1 milliard, on va s'occuper de vous. On va s'occuper de votre bien-être, on va s'occuper du fait que vous soyez bien quand vous veniez tous les jours au travail. Et, parce que je ne suis pas complètement... je ne suis pas une ONG, parce que vous vous sentirez bien, demain on grandira, on refera de la croissance et on partira très loin, très haut. Et on a travaillé là-dessus sur plein de choses. On a intégré les primes dans les salaires pour plus qu'il y ait de jugement par la prime. On a remonté les salaires minimums. On a fait diverses choses. Et puis, il y a quelques années, exactement en novembre 2019, je suis tombé sur un article qui parlait de la semaine de 4 jours. Microsoft, au Japon, qui pendant 1 mois, en août 2019, a testé la semaine de 4 jours. Il l'explique très bien dans l'article, c'était génial, 40% d'efficacité en plus, des consommations de papier en moins, l'électricité en moins, tout était génial. Et il conclut l'article par... mais nous ne recommencerons pas l'année prochaine. Donc n'importe quelle personne bien portante arrête là. Et moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, si on travaillait 4 jours, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, dans le raisonnement, ça a été assez simple. Je me suis dit, bon, si on travaille 4 jours, déjà, c'est pas un truc comme le télétravail, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne. Donc si c'est pour tout le monde, eh ben, ça veut dire qu'on doit travailler 8h45 par jour dans tous les métiers. C'est beaucoup, hein. Et c'est compliqué, d'autant plus quand on a des enfants, quand on a une famille à gérer, etc. Donc je me dis, si tu devais le faire, il faut passer à 8 heures par jour pour que la journée soit gérable. Donc si je passe à 8 heures par jour, je me pose une question très simple, c'est qu'est-ce que je fais des salaires? Et comme je veux que tout le monde l'accepte dans la boîte, si je devais le faire, bah forcément les salaires, je les maintiens. Donc je passe à la question logique d'un chef d'entreprise derrière, c'est combien ça coûte ta connerie? Ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis, bon, bah, y a des métiers incompressibles. La logistique, les gars, c'est un métier pénible, ils ne vont pas me faire un colis de plus sous prétexte qu'ils ont un peu moins d'heures. Et puis tous les horaires de travail, on parlait tout à l'heure de relations clients, on a une des meilleures relations clients de France, devant Free. Désolé, elle n'est pas là, mais... mais c'est pour ça qu'elle est partie d'ailleurs, elle a eu peur. Hein. Mais c'est ce que je vous expliquais, on en avait besoin pour vendre cher. Et puis, donc la relation client et des boutiques, c'est pareil, c'est des temps d'ouverture. On ne peut pas rendre le temps compressible, c'est pas un temps de travail. Donc ça, forcément, j'aurai 9% à payer en plus, nombre d'heures que j'ai enlevé. Et puis après, il y a les bureaux. Et là, les bureaux, je vais être très franc avec vous. Je me dis tout de suite, ils foutent rien le vendredi après-midi. Enfin, en tout cas, s'ils bossent 1 heure sur 2, c'est le grand max. En plus, le reste du temps, ils préparent leurs vacances, ils font les courses de Noël, ils préparent le voyage. Enfin, ils font 3-4 trucs. Donc, sur les heures que je suis en train de donner, je suis sûr que dans les bureaux, en réalité, je ne perds pas tout. Et je considère qu'il y a 30% des heures que je vais devoir rattraper, 60% où ils vont arrêter de faire autre chose. Et cote mal taillée, je me dis, cette mesure, si demain tu la mets en place dans la boîte, elle coûte 5% de ta masse salariale. Alors, on est coté en bourse, 5% de masse salariale, c'est 15% de mon EBITDA. Je viens de dévaloriser l'action de 15%, donc n'importe quelle personne constituée ne le fait pas, et pourtant je vais le faire. Je veux l'annoncer aux salariés en mars 2020, sauf que mars 2020... C'est compliqué d'annoncer les choses. Ouais. Ça a été assez compliqué, donc c'est reporté. On l'annonce dès qu'on peut en juin 2020. Et pour le coup, pour vous dire, je ne l'avais annoncé, je me suis fait un plaisir de patron, je ne l'avais annoncé à strictement personne dans la boîte, ni ma RH, ni personne. Attention, il y a beaucoup de DRH dans le coin gauche là. Donc, on est sur les négociations annuelles obligatoires, elles se passent de façon totalement normale. On les termine, on fait les augmentations habituelles, tout se passe comme d'habitude. Les syndicats en plus sont super contents de tout ce qu'on a offert. Et une fois que tout est terminé, je leur dis, il n'y a plus de questions. Non, bah moi j'en ai une. Est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours, 32 heures? Alors je ne l'ai pas vu, mais ma responsable CGT aurait avalé son chewing-gum. Toujours est-il qu'elle m'a posé 2 questions instantanément. La première, naturellement, c'était les salaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Je lui ai dit, on les maintient. Et la deuxième, c'était combien de temps on teste? Et je lui ai dit, ça n'est pas un test, sauf si vous me suppliez de revenir en arrière. Il n'est pas prévu de revenir en arrière.
Et donc on est parti sur ce projet, on a mis 6 mois à mettre en place les choses. Ça se résume très facilement, on a un contrat temps plein 32 heures aujourd'hui, on a supprimé les RTT des cadres, qui en échange ont 47 jours. Et puis pour que ça fonctionne, parce que notre société n'est pas fermée le vendredi, c'est pas possible, on doit vous servir tous les jours. On a créé des binômes, puisque si je vous demande dans la salle, en imaginant que vous soyez à la semaine de 4 jours, quel jour vous voulez, vous allez me dire à 60% le vendredi, puis à 20% le mercredi, et puis le lundi juste après. Ben, ça ne fonctionne pas pour une boîte. Donc on a créé des binômes qui ont une semaine sur 2 le jour qu'ils veulent, et une semaine sur 2 le jour qui fonctionne. Ce qui permet ainsi d'alterner et d'avoir une boîte qui fonctionne normalement, avec une petite règle quand même, c'est ceux qui prennent le mercredi pour garder des enfants ont tout leur mercredi, et quand on parle de mesure égalité femmes-hommes, toutes les femmes qui étaient à 80% chez nous ont retrouvé un salaire temps plein, évidemment. Ah mais c'est extraordinaire ton truc là. Donc, non mais vraiment, c'est une... Et alors, est-ce que ça t'a fidélisé les collaborateurs ou pas? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour vous dire ça coûte 5% la semaine de 4 jours. Parce que ça sert à rien de vous dire ça, je ferais changer d'avis personne. Et j'aurais pas écrit un bouquin sur le sujet. Il est bien ce bouquin, non? Et oui, il est très bien. J'ai mis du temps, mais il est très bien. En fait, qu'est-ce que j'ai découvert en faisant ça? J'ai découvert que ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. J'avais pas prévu que ça me ferait gagner de l'argent. T'as gagné de l'argent? J'ai gagné de l'argent. Et maintenant, je vais revenir sur ce fameux chiffre des 700 millions. J'ai mis en place la semaine de 4 jours pendant le Covid. On a travaillé 4 jours, 32 heures pendant le Covid. On est passé de 500 millions à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a recruté strictement personne. 40% de croissance sans un seul recrutement, avec des gens qui étaient en plus sous contrainte, etc. C'était vraiment rien le vendredi chez toi, hein, si on veut. Ce que je veux dire, c'est que même mes gars en logistique, qui ont un métier pénible, ils ont fait 30% de colis en plus par jour. Énorme. Au lieu de faire 9% de moins. Simplement, pourquoi? Parce que dans la vie, en fait, quand vous leur offrez un jour à ces gars-là, leur vie aujourd'hui, c'est 5 jours où ils se lèvent le matin, ils vont au travail et c'est pas marrant. Ils arrivent le week-end, le samedi, ils ont à rattraper tout ce qu'ils n'ont pas fait, le ménage, ils sont crevés. Et ils ont à peine le dimanche avec une seule idée en tête, c'est demain je bosse et j'attends les vacances éventuellement. Quand vous leur donnez un jour dans la semaine, vous libérez tout ce temps qu'ils vont passer le samedi. Vous leur permettez en plus d'avoir du temps pour eux. Quand ils arrivent le week-end, ils ont un vrai week-end en famille. Quand ils arrivent le lundi, ils marchent plus vite. Ils ont le sourire, ils parlent entre eux. Ça change la vie dans une boîte. En fait, aujourd'hui, pour ceux, il y en a peut-être un ou deux quand même qui me suivent sur LinkedIn, je parle aussi de QVTC, quand les gens parlent de QVT, QVCT, etc. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la semaine de 4 jours apporte beaucoup plus que tout le reste. Elle apporte la qualité de vie tout court. On ne parle plus de qualité de vie au travail, on ne parle plus de qualité de vie perso, on parle d'une qualité de vie égale dans les deux domaines, qui permet, ce qui est incroyable, cette production complètement hallucinante de mes équipes aujourd'hui, qui produisent beaucoup plus en 4 jours. Donc il n'y a aucun inconvénient. 3 ans plus tard, j'en ai un. Ah. Pendant que vous vivez un truc qui s'appelle la grande démission, moi je vis un truc qui s'appelle ils restent tous chez moi. Et ils ne veulent pas partir et je n'ai plus de turnover. Oui, je sais. Mais c'est un problème de ne plus avoir de turnover. Sur les 1100, ils ne bougent pas, quoi. Non, ils ne bougent pas, même quand on leur propose 20% ailleurs et qu'ils viennent me voir en me disant « Laurent, j'ai un poste ailleurs, on me propose 1% de mieux, qu'est-ce que tu fais ?» Rien, dégage. Non, je ne le dis pas comme ça. Mais non, mais il reste quand même. Il reste quand même. Mais c'est quoi, c'est une secte ta boîte? C'est quoi, il y a un truc Non, ce n'est pas une secte, mais en fait, il faut comprendre un truc. Je vais vous prendre un exemple très concret. Dans la salle, je sais tous que vous attendez les vacances pour faire un break. Parce que vous êtes aux 5 jours. Chez nous, on attend le week-end. Les vacances, c'est bonus. C'est ça que ça change dans la vie. Il faut se dire que ça change complètement vos vies et que si à la fin, on est plus efficace, c'est pas pour me faire plaisir qu'ils sont plus efficaces. Il y a un peu de ça parce qu'avec tout ce qu'on a offert, ils se disent c'est mieux. Mais c'est réellement parce qu'en fait, c'est un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, j'ai 40% de mes collaborateurs qui ne veulent plus travailler 5 jours et pourtant, ils ne sont pas flemmards. Hein. Ils bossent à fond. Ouais. Ils bossent même plus qu'avant. Le stress n'existe plus dans la boîte, l'absentéisme a été divisé par 2, les accidents de travail ont été divisés par 2. Il y a effectivement, à part ce truc du turnover, mais ça se corrigera quand vous serez passé aux 4 jours, il n'y a vraiment rien de mal à dire. Et tu as toujours la même DRH ou pas? Alors, oui, et elle est contente. Parce qu'il y a beaucoup de DRH qui rêvent d'un patron qui met des mesures en place comme ça. Tu ne l'as pas dans ton script, mais la dernière mesure qu'on a mise en place, c'est le congé paternité et maternité à égalité de 20 semaines pour chacun d'entre eux. 20 semaines? Oui.
L'idée était d'égaler les hommes aux femmes, et quand j'ai vu que les femmes avaient 10 semaines au premier enfant, je me suis dit mais c'est un enfer le premier enfant, pourquoi on leur fout 10 semaines au premier et 20 au troisième? J'ai dit on va mettre 20 dès le premier et on va égaler les hommes, donc 20 semaines pour les Et deux. tu fais des grosses marges sur ta boîte quand même, parce que tout ça alors faut financer. je tiens quand même, voilà ce que je disais. Non mais c'est ça, parce que quand même... Non, je fais pas des grosses marges, je fais même moins de marge que des gros concurrents. Nous allons procéder à une quête maintenant, désolé pour les... Non, je fais moins de marge que certains gros concurrents que vous connaissez, qui vendent pas mal à Noël. Cela dit, on est plus rentable qu'eux. Ouais. Alors Laurent, tu adores aussi la gastronomie. Si tu n'avais pas été entrepreneur, en tout cas dans la tech, on va dire, la bouffe, la bonne gastronomie, ça te plaît, ça te parle, quoi. Depuis que je suis tout jeune, ça aurait pu être ma deuxième voie. J'y ai pas été à cause de mes parents qui m'ont expliqué que c'était un métier d'enfer. Mais dans mon parcours d'école, en fin de maths P, je n'avais pas d'école derrière. Sur le coup, j'avais été viré de l'école intégrée où j'étais. Et je m'étais inscrit à l'Institut Bocuse et ça aurait pu être ma carrière. C'est Ducasse qui aurait pu s'inquiéter dans ce cas-là. Non, je plaisante. Mais j'ai été finalement réintégré dans l'école et du coup je suis là où je suis. Et ton meilleur souvenir de dégustation avant les questions spontanées? La première question, c'est Dominique, notre président de la Chambre de commerce, qui va la poser. Alors mon meilleur souvenir, on est aussi partenaire de l'Asvel en basket, LDLC Asvel, que je fais avec Tony Parker, et il m'a invité chez lui à San Antonio et il m'a sorti un soir une dizaine de bouteilles où en un seul soir j'ai bu plus de bons vins que dans le reste de ma vie. Américain, des Opus One, des non, des bons français, des Vétrus, des... Ah oui, d'accord, donc c'était une soirée assez extraordinaire. Et la bourse a réagi comment quand tu as annoncé ça? Ils devaient être ravis, les investisseurs, non? Alors c'était une des choses qui me faisait peur, c'était de savoir comment le cours allait réagir à cette annonce. Le cours n'a pas réagi. Et il n'a pas bougé? Il n'a pas bougé, il a monté après quand ils se sont rendus compte que ça marchait, mais sur le coup il n'a pas réagi. Par contre, j'ai quelques fonds qui étaient actionnaires qui m'ont appelé en me traitant de patron de gauche, disant que j'étais complètement taré. Et toi, tu as voté Macron ou pas alors? J'ai fait comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde, quoi. Et alors pour terminer, ça existe toujours, j'ai plus de croquettes.com, parce que tu m'avais picousé à l'époque et j'étais un des meilleurs clients de la boîte. Tout à fait, ça c'était la boîte de ma femme. Qui existe toujours et qui développe toujours, c'est de l'animalerie et voilà. C'est sur internet. J'ai plus de croquettes.com. Voilà. Il devait être formidable. Laurent, il a été, on l'applaudit très chaleureusement. Bravo, bravo Laurent, bravo, bravo, bravo.